Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La session du mois de juin s'ouvre ce jour à Yaoundé. Pour la première fois, l'Assemblée nationale va tenir une session hors du Palais des Verts de Ngouaekele. Une proximité avec le Sénat qui donne à cette session de juin des allures d'un congrès au moment où la nation se pose de nombreuses questions. Engagé dans la lutte contre le coronavirus, le personnel soignant de l'hôpital protestant de Bafoussam est en colère. Ils réclament 12 mois d'arriérés de salaire. Et pour exprimer leur mécontentement, ils ont posé des barricades à l'entrée de cette formation hospitalière. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand une équipe échoue, elle doit être remplacée. Hôpital protestante de Bafoussam ce matin. La tension est au bord de l'explosion. Entre barricadés, éclats de voix, le personnel conteste une gestion calamiteuse du conseil d'administration. À la tête de cet hôpital, on a 3 femmes qui oublient leur rôle de responsable. Le centre est à terre depuis leur arrivée. Vous allez voir que non seulement le personnel est sanctionné parce qu'ils ont 12 mois d'arriérés de salaire, les populations de Bafoussam jusqu'au fin fond en souffrent. Les menaces font qu'ils ont pris la clé du champ. Ils sont à ce jour 19 employés sur la cinquantaine que comptait l'hôpital il y a moins de 2 ans. Beaucoup parmi eux ont dû jeter l'éponge à cause des conditions précaires du travail. Cette équipe dirigeante a tellement menacé les employés au point que beaucoup ont trouvé bon de partir. Aussi, les intimidations, licenciements abusifs, les aérés de salaire constituent, apprend-on, le lot quotidien de ce personnel. Certains, selon nos sources, ont séjourné dans les gendarmeries pour avoir revendiqué ce qui leur revient de droit. L'hôpital est devenu un camp militaire où les gendarmes et les policiers défilent ici à tout bout des champs et inquiètent les patients. Il y a 7 personnels qui ont été entendus au commissariat central en novembre et après envoyés en cellule. Je me suis écroulé hier parce que j'avais faim et ça fait 1 semaine que je n'arrive plus à rationner chez moi. On m'a demandé de porter la poubelle pour aller vider et j'ai dit que non, j'ai des vertiges. On m'a forcé. Dès que j'ai essayé de porter, je me suis écroulé avec la poubelle en main. Ils appellent à un changement total à la tête de cette structure sanitaire. Nos tentatives d'entrer en contact avec le personnel d'administration ont été sans succès. Cher client, votre correspondant est occupé. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Évoquons à présent la grogne des commerçants au marché Nkwaban à Yaoundé. Ils protestent contre la destruction de leurs boutiques, mais la commune de Yaoundé 4 veut transférer le marché vers un autre site. Et l'espace en question est inapproprié selon ces commerçants. D'autres précisions avec Emmanuel Djobé Aïk Cyril. Au marché Nkwaban à Yaoundé, des commerçants tentent de sauver ce qui peut encore l'être. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e procède au déguerpissement. Je suis venu porter mes marchandises, mettre sauver et d'autres mettre au goudron. On a pris l'engin, venu monter sur ça, écraser. Je ne sais même plus ce que je vais faire avec ce marchandise. Les marchandises de plus de 3 millions. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. La manœuvre aurait commencé très tôt. D'aucuns parlent même de 2 heures du matin, lorsque les premières boutiques sont tombées, broyées par les engins de la commune. Mon mari est mort, je suis rentrée comme ça qu'on est en train de détruire. Détruire à 2 heures. De 2 heures jusqu'à 6 heures, c'est déjà fini. On a mis tout à terre. De 2 heures jusqu'à 6 heures, c'est déjà fini, qu'ils ont déjà tout détruit. Nous souffrons, le pays va mal. On va nourrir les enfants comment? Regardez, ma marchandise est bloquée là. Ils sont venus dans la nuit cassée. Je suis déjà dépassé. Ou c'est pour nous envoyer voler ou tuer, on ne sait pas. On ne sait pas, on est dépassé. On ne sait pas comment demain on va inscrire les enfants. Rien, on ne sait pas. Voilà tout ma marchandise là-dedans. Plus de 3 millions de trucs qui est peut-être à la réunion, c'est versé là-dedans. Je ne sais pas comment il va faire. Tout est désormais sens dessus-dessous au marché de Nkwaban. On ne peut pas nous enlever d'un marché construit avec nos fonds pour nous envoyer à la rue, à la dérive. Ils nous enlèvent d'un poulet où il y a près de 80 vendeurs pour nous envoyer vendre sous la pluie et sous le soleil. Est-ce qu'on vend le poulet sous la pluie, sous le soleil? Même des domiciles privés construits à proximité du marché auraient été touchés. Voici mon domicile privé. Ils sont venus casser ici là. Casser mes 2 petites filles sont couchées à l'hôpital maintenant là. Casser les murs ici là.
Quand je veux sortir, les gendarmes m'arrêtent. Qu'est-ce que j'ai fait la voiture ou la voiture? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué qui? Pourquoi on va aller où? On va faire comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on ménage les pauvres femmes comme ça? On va aller vivre où? Qu'est-ce qu'on peut faire? La destruction du marché de Nkouaban fait suite à plusieurs mises en garde des autorités municipales. Ils souhaitent transférer le marché sur un site que les commerçants contestent. Ce n'est pas un milieu propice pour nous. Le site n'est pas adéquat pour nous. C'est ça qui fait notre révolte. Leur site est mal choisi. La première fois que je suis allé là-bas avec 500 000, je suis rentré avec 2000. C'est ça qui nous amène à nous rebeller. Qu'ils déplacent ce marché pour un autre marché, il fallait chercher un site approprié. Il n'y allait pas avoir de problème. Parce que c'est un marché qui avait déjà été créé, qui avait déjà commencé avant. Le propriétaire a demandé aux gens de déguerpir. Ça veut dire que les gens qui y vont maintenant, à la longue, ils auront les mêmes problèmes. Là, nous ne comprenons pas où va le Cameroun. Nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes dépassés. Si les commerçants contestent le nouveau site, ils dénoncent également les méthodes d'attribution des espaces. Même pendant que tu parles, on te dit que le marché, que la liste est pleine. La liste est pleine avec les qui? On te dit que attends la liste d'attente, s'il y a quelqu'un qui désiste. Qui? On a d'abord pris qui? On devait il fallait même qu'on recase les gens, on devait commencer par Nkouaban. Par recaser Nkouaban. Est-ce qu'on a recasé Nkouaban? Ils font de ça leur business propre. Premièrement, ils nous enlèvent, on part là-bas à l'entrée carrée. Les commerçants ont cotisé 22 millions. Qu'on ne connaît pas là où ça se retrouve. Pour les commerçants du marché Nkouaban à Yaoundé, pas question de regagner le nouveau site qui, à leurs yeux, n'est pas propice à l'activité commerciale. Ils promettent de reconstruire dans les prochains jours les boutiques qui viennent d'être détruites par les engins de la commune de Yaoundé 4e. Il y a les gens qui sont là-bas, nous on ne part pas là-bas. Coronavirus, le Cameroun compte à ce jour 8 681 cas positifs. À Ezeka, dans le département du Nion-et-Kélé, les autorités administratives passent à la phase répressive. Le port du masque, distanciation sociale ont du mal à être respectés tant dans les lieux publics que dans les établissements scolaires. Le constat a été fait par nos reporters Isabelle Carole Zoupette et Joël Nien. À l'heure où le Cameroun passe la barre des 8000 cas confirmés positifs de coronavirus, le département du Nion-et-Kélé, dans la région du centre, éprouve de sérieuses difficultés à se procurer le nécessaire pour barrer la voie à cette pandémie. C'est le constat fait dans les établissements scolaires, notamment au lycée d'Ezeka, où la distanciation sociale reste le principal défi à relever. C'est le lycée qui a le maximum d'élèves dans tout le Nion-et-Kélé. Il lui faut 42 salles de classe pour pouvoir distancier les élèves et pour pouvoir gérer les troisièmes, les premières et les terminales. Et il n'en a que 29. Alors que la problématique est posée, le préfet du Nion-et-Kélé, dans sa tournée de sensibilisation, évoque plutôt que tout va pour le mieux dans les établissements scolaires. Nous avons été au lycée et à l'ENIES. Dans les stationnements, nous avons constaté qu'en ce qui concerne les écoles, les lycées, les NIAS et d'autres écoles, les mesures sont respectées. Et j'encourage donc les administrateurs de ces institutions de continuer à respecter les mesures. Par ailleurs, le secteur des transports et les espaces marchands sont une autre paire de manches ici. Le port du masque n'est pas la chose la mieux partagée. Allez là-bas, allez là-bas. Descends la moto. Descends de la moto, descends. En ce qui concerne le secteur transport et autres petits commerces, nous sommes toujours en difficulté avec eux. Donc nous allons continuer avec la sensibilisation, je peux même dire avec la sensibilisation sanction. Le virus qui n'épargne personne est en circulation à la recherche des personnes indélicates. L'autorité administrative précise que cette phase de répression permettra de ralentir la propagation du virus dans son unité de compétence. Et cette pandémie du coronavirus asphyxie presque les ménages camerounais. Selon l'Institut national de la statistique, 62% des ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie à cause de la Covid-19. Un ralentissement des activités estimé à 74% et une baisse de leurs revenus de 65%. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Et je vous le disais, la pandémie
du coronavirus asphyxie presque les ménages camerounais. Selon l'Institut national de la statistique, 62% des ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie à cause de la Covid-19. Un ralentissement des activités estimé à 74% et une baisse de leurs revenus de 65%. Sylvestre Hippolyte Sangao. Alors que les cas de contamination se multiplient, l'impact du coronavirus est réel sur les ménages camerounais. Une enquête de l'Institut national de la statistique, réalisée entre le 26 avril et le 10 mai 2020, révèle que près de 62,7% des ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie. Par ailleurs, même si la grande majorité des personnes enquêtées n'ont pas perdu leur emploi, elles connaissent dans l'ensemble un ralentissement de leurs activités de l'ordre de 74% et une baisse de leurs revenus de 65%. À cause de la pandémie du coronavirus, nombreux sont les Camerounais qui sollicitent ou ressentent plus qu'avant la nécessité de recourir à l'assistance des tiers. Ce phénomène, selon l'Institut national de la statistique, touche un peu plus les femmes que les hommes. Pour tenter d'y faire face, certaines mesures d'adaptation et de résilience ont été prises par une frange non négligeable des ménages. On peut citer le recours au stockage des denrées alimentaires afin de limiter les sorties et la pénurie. Mais 35% seulement des ménages y parviennent. Dans leur perspective de voir leurs conditions s'améliorer sous cette pandémie, certains ménages font des suggestions des mesures socio-économiques dont la distribution aux ménages vulnérables, des produits de nettoyage, de désinfection des mains, des cache-nez et des produits alimentaires de base, les facilitations d'accès aux produits alimentaires de première nécessité à moindre coût, le soutien financier aux ménages les plus pauvres, la gratuité de l'eau et de l'électricité, et la négociation avec les entreprises ou la prise des mesures visant à empêcher le renvoi des employés ou la baisse des salaires. Décès du président burundais Pierre Nkurunziza, le gouvernement décrète 7 jours de deuil national. L'ancien rebelle de 55 ans a été terrassé par une crise cardiaque dans un hôpital dans le centre-est du pays. Une esquisse de sa trajectoire avec Jean-Paul Chouniat. Décédé de crise cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, ville située à 153 km à l'est de la capitale Bujumbura, le président burundais Pierre Nkurunziza quitte précipitamment la scène politique sans avoir transmis solennellement le pouvoir à son successeur Evariste Ndayishimiye, vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020. Dans son parcours, Pierre Nkurunziza a marqué l'histoire politique de son pays, qu'il a gouverné 15 années durant comme président de la République du Burundi. À son troisième mandat 2015-2020, le pays connaît de vives tensions sociopolitiques suite à une tentative de modification de la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation de mandat passant de 5 à 7 ans, avec possibilité de réélection à la magistrature suprême de Pierre Nkurunziza. Les partis de l'opposition tonnent, la rue gronde. Le chef de l'État burundais renonce à son projet le 7 juin 2018 à se représenter à l'élection présidentielle de mai 2020 pour un 4e mandat. Voyant la main trop lourde du président sortant Nkurunziza derrière la victoire de Ndayishimiye, l'opposition n'a cessé de contester sa victoire au scrutin du 20 mai dernier. Élu à la tête du pays pour la première fois en 2005, puis reconduit en 2010 et 2015, Pierre Nkurunziza marque ses premiers pas décisifs dans l'arène politique burundaise en 2001. À la tête d'une rébellion, il signe en 2003 un accord de paix dit accord de Pretoria avec le président en poste Domitien Ndayizeye pour une répartition du pouvoir politique, économique, militaire entre Hutu et Tutsi, les deux ennemis du pays. Devenu enseignant de gymnastique à l'université de Bujumbura en 1991, Pierre Nkurunziza rejoint en 1995 la rébellion des forces de défense pour la démocratie à l'assassinat du premier président Hutu, Melchior Ndadaye. Accusé dans la pose des mines anti-chars qui fait des dizaines de morts à Bujumbura, Pierre Nkurunziza est condamné à mort en 1996 pour sa responsabilité établie dans ce massacre. Provisoirement amnistié, l'ancien rebelle est nommé ministre de l'État, ministre de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État. C'est donc un Pierre Nkurunziza, un homme politique accompli, qui quitte définitivement la scène à l'âge de 55 ans, laissant derrière lui un successeur orphelin de son mentor. À présent, un public reportage dans ce journal. L'entreprise Camrail, plus que jamais engagée dans la préservation de l'environnement. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité, l'entreprise a procédé à la plantation de quelques arbres. Reportage. Camrail, filiale de Bolloré Railway, réaffirme son engagement dans la protection et l'amélioration de l'environnement. Pour ce faire, Pascal Mini,
directeur général de Camrail, et ses plus proches collaborateurs effectuent une opération de mise en terre de 150 plantes de teck et eucalyptus dans ce site à Douala. Alors la symbolique de ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est de montrer l'engagement de Camrail vis-à-vis de l'environnement. C'est un engagement qui est totalement lié à la fonctionnalité d'un chemin de fer. Un chemin de fer, c'est quelque chose qui est par essence écologique. Ces plantes de grande capacité d'absorption en CO2 dont l'impact négatif sur la couche d'ozone ne sont plus à démontrer sont la preuve de la volonté du groupe Bolloré à batailler pour la préservation d'un environnement sain. Donc par essence, l'écologie est liée au chemin de fer. Et aujourd'hui, on a voulu symboliser l'attachement et l'enracinement, puisqu'on a planté des arbres, donc on s'enracine dans cet esprit. Et c'est à travers des arbres qui vont pousser et qui seront là encore pour transmettre leurs témoins dans plusieurs années. Au sein de l'entreprise Camrail, des actions sont menées au quotidien pour assainir ce milieu de travail, mais aussi pour prendre soin de l'environnement. Nous avons visité la station des huilages où toutes les eaux, huiles sorties des ateliers sont collectées et stockées pour subir une décantation. Et cette décantation nous permet de séparer l'eau et les huiles usées, lesquelles huiles usées sont stockées dans des bacs pour être enlevées par des entreprises agréées dans le cadre du recyclage. Camrail vient d'acquérir un dispositif de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures. À Camrail, cette dynamique de protection de l'environnement pour le bien-être des populations se manifeste également par la signature de partenariats avec des sociétés agréées par la gestion des déchets, la mise en place d'un dispositif de lutte anti-pollution, entre autres. Par cette opération, Camrail, acteur majeur du développement économique et social au Cameroun depuis 20 ans, redore ainsi sa position de référence en matière de préservation de l'environnement. Et ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bebisa. Good day to you once again, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. Lawyers of journalist Samuel Wazizi say they will fight till the end to see justice served. That was speaking after the Haku High Court in Buea threw out the habeas corpus filed in favor of the late journalist. The lawyers indicated in Buea that the Fako High Court decided that the court was not within their competence and of course was dismissed. More in the following extract of Barrister Kia Emmanuel, the lead counsel of lawyers defending Samuel Wazizi. Invoke the rule of evidence known as judicial notice to say that it recognized the statement issued by the Ministry of Defense announcing the death of Wazizi, and that in that statement it was indicated that Wazizi died, he was taken out of Buea and he died in Yaoundé. And that in that regard, he believes that he held that the court in Buea do not have jurisdiction to inquire into the issues. And so on those grounds, he declared the habeas corpus application inadmissible, which is a strange term. First, the concept or the rule of judicial notice is a rule that is established under the Evidence Ordinance, Section 14.1 of the Evidence Ordinance, Chapter 62 of the Laws of the Federation of Nigeria, 1958. So, in other words, the court relied on the laws of Nigeria to pass judgment in this case, whereas the Criminal Procedure Code has specifically repealed that provision of the law. If there was any fact that was known, it was the fact that Wazizi had died in August 2019, and that fact was known to the government. That fact was known to the Ministry of Defense, and
we had expected that if that fact was known to the Minister of the Defense, the State Council should have known that fact. That fact would have been brought to court. And if it were brought to court, we would have addressed it accordingly. Now, to rely on the communique from the Ministry of Defense and give a judgment without asking us to address the court on that communique flouts our rights. Because any evidence that you will hold against a party, you must give that party the opportunity to react to it. Unlike earlier announced, the lawyers said the Faku High Court decided that the matter or the case was not within their jurisdiction, and of course dismissed the case as indicated by Barrister Nkia Emmanuel. Barrister Nkia Emmanuel went further to indicate that there were flaws in the decision of the Faku High Court. Listen to him once again. On the 13th of August, as specified in the communique from the Ministry of Defense, it means that at the time that we filed this second habeas corpus application on the 13th of November, Wazizi had already died in August, and in fact Wazizi had been moved out of Buea and had died out of Buea, and so he felt that he didn't have jurisdiction. But that reasoning is faulty also, because the law on habeas corpus gives jurisdiction to the court where the person was arrested and where the person was detained. And in this case, we are saying, we have never said that Wazizi died in Buea. We have never said that he was indefinitely detained. We say he was arrested in Buea and he was last seen in Buea. The court went further to say that we should proceed, we have a right to appeal. That is one area where we also find the ruling faulty, because the right to appeal in the habeas corpus procedure can only be exercised after a full judgment on the merits. But in this case, this is a matter in which the court takes judicial notice of a fact and declares the application inadmissible. It means that he has not looked at it on the merits. He has dismissed it on a preliminary ground. So when you dismiss on a preliminary ground, the parties are not entitled to appeal. But it will be a waste of time for us to try to appeal that kind of decision. Meantime, some journalists took to the streets of Bamenda in the northwest region of Cameroon and Yaoundé in the central region of Cameroon yesterday. And of course, in protest, they were protesting in the streets, carrying placards. On the placards, they called for the government of Cameroon to launch a probe into Wazizi's case. The recent move comes after the Cameroon Journalists Trade Union, popularly known in its French acronym as SNGC, and the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, CAMASEARCH, in a joint release last week, promised to take further actions if the government of Cameroon failed to clarify public opinion on the whereabouts of Samuel Wazizi, at least his corpse. It should be noted that Cameroonian-born Afro-sensational singer Kares Fosu has also joined the movement calling for justice for Wazizi. The singer took to social media to decry the pressman's detention and later death in detention in Cameroon. The campaign for justice for Wazizi has been trending for over 2 weeks in Cameroon, and the government is yet to produce the death body of journalist Samuel Wazizi. And the government of Cameroon has indicated as of yesterday that the country now has some 8,620 confirmed cases of COVID-19. As the figures have continued to rise, studies has proven that some 62.7% of households in Cameroon have been badly hit by the COVID-19 pandemic. This is according to a study released by the National Institute of Statistics. The study was carried out on some major cities in Cameroon, notably the cities of Yaoundé and Douala. More in the following report. With the number of COVID-19 cases rising in Cameroon, households across the country are feeling the negative impact, according to a study from the National Institute of Statistics.
carried out between April the 26th and May 10, 2020. The study revealed that over 62.7% of households in Cameroon have witnessed a fall in their living standard. Though most of the families sampled say they had their jobs maintained, they recognize a drop in general income to about 65%. As a result of the COVID-19, several Cameroonians, more especially women, now depend on support or assistance from loved ones and family members, according to the report from the National Institute of Statistics. To be able to survive, some households in Cameroon have adopted resilient measures such as stocking of foodstuff to limit outings and scarcity. But the study says only 35% of Cameroonian households dispose the means to stock foodstuff. To see general conditions ameliorated during the COVID-19 period, some households have opted to distribute toiletries, face masks, hand sanitizers and basic consumer goods to more vulnerable families. Other households in Cameroon hold that the government should facilitate access to basic consumer goods, portable water, face masks, financial support to vulnerable households, or a quick negotiation with private enterprises to stop an eventual salary decrease or any plan to lay off workers by such enterprises. 681 confirmed cases, some 208 persons have been killed across Cameroon by the coronavirus, according to studies, or rather figures from the Ministry of Public Health. The fight against COVID-19 has also continued in Cameroon within the school milieu. A case in point is Ezeka in the Nyong-Ankele division of the Central Region of Cameroon, where administrators and local elected officials have gone to schools to sensitize school children and kids on ways to get themselves ready to be safe from COVID-19. More with Immaculate Fogwe. When Cameroon has already registered over 8,000 confirmed cases of COVID-19, the population of the Nyong-Ankele division in the Central Region of Cameroon are yet to effectively respect government's anti-COVID-19 measures. This is a situation in some school milieux, notably at Government School Ezeka, where the number of classrooms available cannot contain all the students at the same time. Government School Ezeka has the highest number of students in the Nyong-Ankele division. We need 42 classrooms in order that social distancing measures can be respected, but we have just 29 classrooms. The senior divisional officer for the Nyong-Ankele division during a tour in some schools in Ezeka says everything is moving on well. He equally visited major road junctions to ensure that government's anti-COVID-19 measures are respected. We are still facing difficulties trying to sensitize the people in the transport sector. We will continue sensitizing everyone until they are able to start respecting the measures. The administrative authority of Ezeka says the repression phase is meant to reduce the spread of the virus in his area of command. For our midday editions of news on Equinox television for today, we shall be leaving you by giving you rendezvous for 7 a.m. tomorrow. God willing, news will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien, see you tomorrow. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sanda. On se revoit demain 7h. S'il plaît à Dieu, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez tout juste après Flavien Vallondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.